Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse aujourd'hui de présider cette session sur l'implication des citoyens dans la décision locale. Je vous invite pendant toute cette session à réagir, à poser vos questions sur le numéro qui vous est indiqué normalement sur l'écran. Donc vous pouvez poser vos questions par SMS au 07 67 67 98 41. Donc n'hésitez pas à réagir et à poser vos éventuelles questions aux quatre intervenants qui m'entourent. Alors, pour démarrer cette session, je voudrais aussi vous informer que nous avons une collaboration, les GECO ont une collaboration avec une application de vote qui s'intitule Paul. Donc ce sont deux étudiants de Sciences Po Lille qui sont à l'origine de cette application et qui ont ici eu l'idée de vous interroger, de vous poser une question sur l'efficacité des outils participatifs en ligne. Donc vous êtes invités à répondre à cette question. Croyez-vous en l'efficacité des outils participatifs en ligne pour impliquer les citoyens dans la prise de décision locale ? Si vous souhaitez répondre à cette question, vous êtes invités donc à scanner le QR code qui est juste au-dessus de nous. Cette application, une fois téléchargée, eh bien, vous pouvez donc répondre à cette question. Les résultats de ce sondage me seront communiqués 3 quarts d'heure après le début de la session ou au pire 1 quart d'heure avant la fin. Et je vous donnerai les résultats de cette question en ligne. Voilà. Donc voilà pour les aspects techniques. Donc cette conférence est en partenariat avec Algoé. On est ravis d'accueillir aujourd'hui Bernadette Guillon à cette table. On est également ravis d'accueillir Erwan Binet, que je vous présenterai également tout à l'heure plus précisément. Mes deux collègues universitaires, Benoît Lemot à ma gauche, maître de conférence en sciences économiques à l'Université de Rennes, et puis Guillaume Gourgue à droite, maître de conférence également, politiste à l'Université de Lyon 2. Et moi, je ne me suis pas présentée, donc je suis Sonia Paty, je suis professeure d'économie et je travaille également sur des questions liées aux décisions publiques locales et à la croisée entre l'économie publique locale et l'économie politique. Alors pour démarrer cette session, je voudrais vous présenter quelques chiffres. En fait, le point de départ de cette session avec Pascal Lemairer, c'était les chiffres de l'abstention que vous voyez ici. Normalement, voilà. Les chiffres de l'abstention. Donc, vous voyez, le phénomène de l'abstention, il suit depuis plusieurs décennies une tendance à la hausse, que l'on voit très nettement. Donc, si je prends, par exemple, le point de référence où l'abstention était la plus basse en 1976, puisque l'abstention s'élevait à 21,1% des inscrits sur les listes électorales au premier tour, eh bien, on atteint en revanche en 2014 un taux d'abstention de 36,4%. Et puis, évidemment, si on regarde ce qui s'est passé en 2020, qui a bien évidemment été marqué par l'épidémie du Covid, on atteint un taux record d'abstention de 55,4%. Alors, au-delà de ces chiffres, évidemment, les chercheurs en sciences sociales, que ce soit en économie, en sciences politiques, en sociologie, en histoire, se sont interrogés bien sur les déterminants de l'abstention. Donc, ce n'est pas notre rôle ici que de revenir sur ces déterminants de l'abstention. Je voudrais juste les rappeler de manière très brève, parce qu'on va surtout s'interroger à la manière de réimpliquer les citoyens dans la décision publique locale et comment on forme une décision publique. Mais je souhaiterais juste revenir très rapidement sur les déterminants de l'abstention.
Alors, on a plusieurs déterminants qui sont identifiés par les chercheurs en sciences sociales sur les déterminants de l'abstention ou de la participation électorale. Il y a évidemment des déterminants socio-économiques, démographiques, et évidemment, le premier déterminant qui nous vient à l'esprit, c'est évidemment la taille de la municipalité, et donc de nombreux travaux montrent que bien plus la ville est grande et plus l'abstention est importante. Donc oui, la participation électorale, elle est traditionnellement plus importante dans les petites municipalités que dans les grandes villes. L'abstention, elle est également plus forte chez les jeunes, on le sait. Elle est également plus forte pour certaines catégories socio-professionnelles. Donc l'abstention, elle est plus forte dans les villes les plus jeunes et elle est plus forte dans les villes où les proportions des ouvriers et des employés sont les plus importantes. Ça, ce sont des déterminants socio-démographiques et économiques, mais il y a également des déterminants politiques sur lesquels je vais aller très vite parce que je ne suis pas politiste. Mais il y a évidemment les enjeux du scrutin, qui sont liés, par exemple, au nombre de listes concurrentes. On sait très bien que plus il y a de concurrence électorale dans une municipalité, et plus ça va être une incitation pour les citoyens d'aller voter. Et puis, il y a également un autre facteur de nature politique qui est la nature des coalitions entre les partis au second tour. On sait que certaines coalitions entre partis au second tour peuvent conduire des citoyens à ne plus aller voter ou à ne pas aller voter. Et puis le dernier déterminant, je dirais, que l'on voit émerger depuis déjà quelques décennies, mais qui a pris beaucoup d'importance ces dernières années, c'est une certaine défiance. Une défiance croissante des citoyens vis-à-vis des élus et vraiment un sentiment d'incapacité à changer les choses. Donc c'est vraiment un déterminant qui monte lorsqu'on mène des enquêtes pour connaître les déterminants de la participation électorale. Donc notre objectif cet après-midi, c'est d'essayer de réenchanter un peu la vie démocratique locale. Elle en a besoin. Comment on peut réimpliquer les citoyens dans la décision publique ? Et ce que je vous propose, c'est donc de donner la parole en tout premier lieu à Benoît Lemot, qui est à ma gauche, donc économiste à l'Université de Rennes, et qui va répondre à la question suivante. Comment on prend une décision publique ? Que dit la littérature académique sur ce sujet ? Et quelle est la spécificité des décisions publiques locales ? Donc ça sera la première intervention. La deuxième intervention, ça sera celle de Guillaume Gourgue, politiste à l'Université de Lyon 2, qui nous parlera de la démocratie participative. Quelles sont les déclinaisons locales? Quelles sont les formes de la démocratie participative? Et puis ensuite, je passerai la parole à des praticiens de la décision locale, puisque Erwan Binet, ici, donc responsable de la mission démocratie ouverte à la ville de Lyon, interviendra sur l'expérience de la démocratie participative et surtout sur les budgets participatifs que mène la ville de Lyon. Et puis enfin, je passerai la parole à Bernadette Guyon-Benoît, qui est directrice de la société de conseil Algoé, et qui nous parlera de l'expérience de la participation citoyenne pour les documents d'urbanisme. Donc voilà, on va démarrer. Surtout, n'hésitez pas à voter sur l'application Paul et à me communiquer vos éventuelles questions. Donc je te laisse la parole, Benoît. Comment prend-on une décision publique ? Alors, merci Sonia. Alors, tout d'abord, je souhaite remercier les GECO pour leur invitation à cette session. Et je vais essayer de vous rappeler un peu les bases de ce que représentent justement les décisions publiques et les fondements de l'intervention publique, et plus précisément les fondements de l'intervention publique locale. Alors, loin de moi l'idée de vous faire un cours d'universitaire, mais je pense que c'est important de poser les fondations pour entamer cette session des GECO. Alors, il faut savoir qu'en sciences économiques, à mon domaine de recherche, il y a toute une littérature très large, très vaste, issue du monde scientifique, académique, qui s'intéresse aux décisions dans le secteur public. Et dans cette littérature, qui s'appelle l'économie publique de manière générale, dans cette littérature, tout part du principe qu'on a des individus dans nos sociétés qui sont caractérisés par des préférences différentes, des souhaits différents.
Donc, pour faire simple, dans une ville, vous allez avoir des individus qui vont vouloir une médiathèque, d'autres une salle communale, une salle de sport, d'autres une amélioration de la voirie, de l'éducation également. Personne n'a raison, personne n'a tort, mais il va falloir faire un choix, faire des compromis, et tout cela dans un environnement contraint, parce qu'on pense souvent aux dépenses publiques, mais de l'autre côté, il y a aussi la question des ressources. Et si vous voulez augmenter les dépenses publiques, il va falloir augmenter l'imposition. Et ça, personne n'aime ça. Et donc, on se dégage finalement, on sort un peu finalement des questions qui sont analysées traditionnellement par les sciences économiques. On n'est plus dans des choix privés, par exemple un consommateur qui a toute liberté. Là, il va falloir, je vais utiliser un peu de jargon de mon domaine, mais il va falloir qu'on agrège des préférences individuelles en préférences collectives. Et l'enjeu, il est de taille. Il est de taille, pourquoi ? Imaginez une réunion avec 10 collègues, il faut vous mettre d'accord sur un point un peu sensible. Vous voyez déjà le bazar. Et là, on ne parle pas de 10 collègues, on parle de 10 000 citoyens, 100 000, 1 million. Donc comment on va faire justement pour agréger toutes ces préférences individuelles en préférences collectives ? Alors, pour faire simple, il y a 3 solutions. La première, la démocratie représentative. En gros, on va laisser les citoyens voter pour des élus qui, eux, vont prendre les décisions à la place des citoyens sur la base de programmes politiques. Alors ça simplifie énormément le programme, parce que le problème, parce que derrière, au lieu d'avoir 10 000 citoyens qui vont devoir prendre une décision, vous avez juste un petit ensemble d'élus. La deuxième solution, c'est la démocratie participative, où on va essayer d'impliquer un petit peu plus le citoyen dans la décision publique à travers de la consultation, des référendums, du budget participatif. Et puis la troisième solution que je souhaite également évoquer, c'est celle de l'évaluation des politiques publiques. Donc il y a des méthodes actuellement qui sont mises en place par certaines collectivités justement pour évaluer l'utilité sociétale des politiques publiques, leur impact sur le bien-être des citoyens. Alors, je vais détailler un petit peu ces 3 méthodes de manière plus approfondie, mais il faut savoir qu'aucune d'entre elles va apparaître comme une solution idéale. Il y aura des avantages et puis des inconvénients. La démocratie représentative, elle a le gros avantage de mobiliser l'ensemble des citoyens sur la base de modes de scrutin bien définis. Tout le monde comprend les règles de cette démocratie représentative, mais se pose la question de la prise en compte des minorités, parce que la plupart des modes de scrutin sont basés sur des calculs de majorité. Se pose aussi la question évoquée par Sonia Paty de l'abstention croissante dans nos démocraties modernes et de la légitimité du coup des élus qui sont élus que par une partie de la population finalement. Et donc apparaît la démocratie participative. Mais là aussi, il y a des coûts. Il faut que le citoyen prenne le temps de participer aux consultations. Il faut que l'élu puisse dégager dans son emploi du temps également un créneau pour participer à ces consultations. Et puis de l'autre côté, il faut avoir les moyens dédiés pour organiser tout ça, il faut avoir des services en mesure de pratiquer cette démocratie participative. Alors vient maintenant l'évaluation des politiques publiques. En fait, l'évaluation des politiques publiques, elle arrive comme une réponse à un des défauts de la démocratie participative qu'on peut citer, c'est que le problème dans les démocraties participatives, c'est que des fois on peut se poser aussi la question de la représentativité des citoyens qui sont mobilisés dans ces consultations. En fait, on voit bien que dans ces consultations, ceux qui vont être mobilisés, ceux qui vont participer, c'est ceux qui ont le temps, qui ont souvent un niveau d'éducation supérieur, qui sont parfois partie prenante ou qui ont des intérêts, et qui ne représentent pas forcément toujours la population générale. On le voit d'ailleurs dans les budgets participatifs aussi, une grosse question, c'est les chances pour un projet issu d'un quartier défavorisé d'aboutir, parce que souvent on voit que les porteurs issus de quartiers favorisés, ils ont plus de facilité à valoriser leur projet.
Et donc, comment on fait pour s'assurer qu'on ait bien quelque chose de représentatif à travers cette démocratie participative? Une solution, c'est d'utiliser les méthodes de l'évaluation des politiques publiques. Alors, ces méthodes d'évaluation, il faut savoir qu'elles sont issues du monde scientifique universitaire. Et l'idée, c'est vraiment d'aller sélectionner un échantillon qui va être représentatif de la population. Alors, en pratique, concrètement, comment ça se fait? Souvent, on sélectionne de manière aléatoire des individus, et puis on s'assure après qu'on a suffisamment d'individus représentatifs de toutes les caractéristiques de la population générale. Et une fois qu'on a cet échantillon, on va mettre en place des enquêtes sur cet échantillon-là, des entretiens semi-directifs, on peut même faire de l'expérimentation, et quand je parle d'expérimentation, c'est au sens essai clinique, c'est une approche qui existe beaucoup en évaluation. On va comparer un groupe de traitement qui bénéficiera de la politique publique avec un groupe de contrôle, et puis on va essayer de mesurer justement si la politique mise en place a bien l'effet escompté. Alors là, c'est pareil, ça semble une solution assez idéale, mais c'est une solution coûteuse. En temps, pour mettre en place une évaluation des politiques publiques, il faut 1 an, parce qu'il faut déjà comprendre la politique, c'est pas toujours très clair, quels sont les objectifs de cette politique, quels sont les acteurs impliqués, il faut aller chercher les données, il faut les analyser, il faut faire le rapport, il faut mobiliser du personnel, et il faut savoir que la plupart des collectivités territoriales, elles n'ont pas de service d'évaluation. Et quand elles en ont un, et là je parle des grandes villes, des grandes métropoles, il s'agit d'1 ou 2 ou 3 personnes qui vont souvent externaliser l'évaluation parce qu'elles n'ont pas forcément les moyens de le faire par elles-mêmes. Alors, là, je viens de décrire un peu la complexité du problème et quelques solutions. À cette complexité, je dirais, de la décision, c'est tout simple, on a plein d'individus qui ont des souhaits différents, il y a une contrainte budgétaire, et comment on fait pour trouver une solution à tout cela? Ça, c'est la complexité de la décision publique, et à cela s'ajoute une autre forme de complexité, une complexité, je dirais, institutionnelle. En France, on est dans un État décentralisé, donc on a 3 niveaux de gouvernement, les régions, les départements, alors gouvernements locaux, les régions, départements et communes, avec des chevauchements de compétences. Donc comment on fait pour impliquer le citoyen, étant donné cette complexité institutionnelle, cette fragmentation territoriale? À cette fragmentation territoriale se rajoutent les EPCI, les établissements publics de coopération intercommunale. Et on voit derrière que souvent les citoyens habitant les villes périphériques ont l'impression que la ville-centre, la grande métropole, a souvent tendance à tirer la couverture à elle, et se pose du coup la question aussi du poids de certaines communes plus petites dans ces communautés de communes. Et un troisième enjeu, c'est les réformes qu'il y a eu depuis une vingtaine d'années au niveau du secteur public local, multiples réformes sur la fiscalité, qui a un peu mis à mal quand même l'autonomie des collectivités territoriales. Et je tiens quand même à préciser qu'on ne peut pas discuter le côté dépenses publiques sans discuter le côté ressources. Et comment faire pour prendre une décision à l'heure actuelle où la plupart des collectivités sont dépendantes des dotations de l'État. Donc, tout ça pour conclure ma présentation, tout ça pour noter qu'il y a une complexité inhérente, c'est le cœur de la décision publique, il y aura une complexité, c'est pas simple, il y a des solutions, mais c'est pas simple. L'autre enjeu qui se pose, c'est surtout la complexité institutionnelle, où là on a peut-être un peu plus de marge de manœuvre aussi, peut-être en simplifiant le secteur public local. Et donc j'ai pointé un peu des points de réflexion. Je vais laisser maintenant les autres intervenants essayer de montrer comment on peut concrètement, en pratique, aborder ces difficultés. Merci. Merci Benoît. Alors Benoît a soulevé la complexité de la décision, il a soulevé la complexité du contexte institutionnel. Je vais laisser la parole à Guillaume qui va tenter de nous présenter quelques solutions, comment faire participer les citoyens dans ce contexte très complexe. Guillaume.
Merci Sonia, merci beaucoup pour l'invitation. Donc moi j'ai conçu ma présentation comme un politiste qui vient aux Journées de l'économie, donc en se disant qu'il va avoir affaire à plein de gens qui ne connaissent pas la science politique. Donc j'ai mis des références bibliographiques, mais ne vous inquiétez pas, c'est juste pour vous indiquer que je ne parle pas sur la base de rien et qu'il y a des gens qui sont quand même un peu d'accord avec ce que je vais dire. Et donc plutôt que de vous faire un peu une présentation à plat des différentes formes, déclinaisons locales de la démocratie participative telle qu'elle existe, telle qu'on peut l'observer à travers sa diversité, je vais essayer de vous montrer comment on a un problème aujourd'hui du côté de la science politique avec ce qui existe en matière de participation. Ce problème, il est assez simple à résumer. On se méfie un petit peu du côté de la science politique du terme d'innovation, puisque l'innovation, c'est un terme que les acteurs politiques aiment beaucoup. Et en général, dès que vous faites une réunion publique un peu différente de d'habitude ou que vous mettez un système de votation en ligne dans un conseil de quartier, ça devient vite une innovation. Donc on a tendance à prendre un peu nos distances vis-à-vis des innovations et de se poser la question, donc quand même comme c'était annoncé, des déclinaisons concrète de ce fameux principe de participation des citoyens tel qu'il est mis en place par les autorités publiques, puisque c'est de ça dont je vais parler. Et au terme d'innovation, on va préférer le terme de dispositif participatif. Pourquoi des dispositifs ? Tout simplement parce qu'on va considérer que chaque expérience participative est une combinaison entre 3 éléments qui sont toujours les mêmes, qui participent, comment on participe et à quoi. Alors ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. Alors je vous ai mis une définition des dispositifs participatifs que j'avais produite il y a quelques temps. C'est pas moi qui l'ai inventé. Je l'emprunte à un collègue qui s'appelle Arkon Fung. Et je vous ai mis, parce que c'est toujours bien de le voir, le cube démocratique d'Arkon Fung qui permet au final de poser la question, par exemple, sur un budget participatif, en quoi le budget participatif est différent de ce qu'on a l'habitude de faire initialement dans l'attribution des budgets. Et donc ce cube, il est assez simple parce qu'il permet finalement de voir que derrière l'appellation budget participatif, on n'a pas toujours la même chose. On n'a pas toujours la même réponse à ces 3 questions, y compris, et vous pouvez multiplier ça sur ce qu'on appelle les mini-publics délibératifs, les assemblées citoyennes, les conventions citoyennes, etc. Et donc ce cube et cette manière de raisonner permet d'éviter, c'est ce que je vous ai mis, ce qu'on appelle le tropisme procédural. Le tropisme procédural, c'est-à-dire qu'on va s'accrocher à une dimension du dispositif et beaucoup insister là-dessus, en disant il faut que tous les dispositifs, par exemple, soient délibératifs. Bon, très bien, mais pourquoi ? La délibération, qu'est-ce qu'on en fait ? Ou alors, il faut que tous les dispositifs soient numériques. Les civic tech, le recours à la démocratie en ligne, très bien, mais pourquoi faire ? Et donc, articuler ces 3 dimensions, ça permet finalement de ramener l'étude des dispositifs à des questions un peu classiques et un peu frontales de la science politique. Je vous en ai mis une. Who get what, how and when, c'est-à-dire qui, à quoi, comment et quand. Et donc, on s'intéresse en sciences politiques à la manière dont les expériences participatives, dans toute leur diversité, vont, d'une part, partager le pouvoir, parce que c'est quand même ça la question, et d'autres, agir sur des problèmes de la société. Si la participation n'agit pas sur des problèmes de la société, alors on a quand même un problème. Et justement, autant, quand on s'intéresse aux questions du qui et du comment de la démocratie participative, on peut observer des réponses assez stabilisées. C'est-à-dire que d'un dispositif à l'autre, les procédures pour faire participer sont toujours plus sophistiquées, sont toujours plus rigoureuses, sont toujours plus intéressantes. Le meilleur exemple de ça aura sûrement été la Convention citoyenne sur le climat, qui d'un point de vue méthodologique est absolument exemplaire en matière d'organisation de la délibération. Par contre, quand on pose la question du à quoi on participe, c'est-à-dire quels sont les objectifs et quels sont les effets, alors là, on rentre dans une période, dans un domaine beaucoup plus flou. Et en fait, en sciences politiques, la question du pourquoi faire, où va-t-on avec la démocratie participative, c'est devenu une énigme scientifique. Une énigme scientifique que des collègues essayent de résoudre. Je vous ai mis
un partage en trois éléments. Donc j'ai des collègues qui ont fait une recension de littérature hein, depuis entre 1990 et 2019. Ils ont recensé 131 articles qui posent la question des effets de la participation. Quels sont les effets de la participation sur les décisions et sur la société? Eh bien, en fait, on ne sait pas trop. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on tâtonne dans les démarches, la méthodologie qu'on emploie pour répondre à cette question. Il y a des collègues qui vont adopter une approche par congruence. Hein. On voit ce qu'il y a dans les dispositifs et on les compare aux décisions finales, en voyant si c'est proche ou si ça ne l'est pas. On a des collègues qui font une approche par processus d'élaboration des politiques publiques, donc en disant peut-être que la participation, ça aide à construire des problèmes, à trancher, à évaluer. On ne sait pas, de cas en cas, ça change. Et puis, une dernière approche dans laquelle moi, je suis pleinement inscrit, qui est une approche par le changement structurel, c'est-à-dire quels sont les rapports de force qui entourent les décisions publiques et quelle est l'influence des dispositifs dans ces rapports de force. Et en fait, tous les collègues qui sont réunis autour de cet agenda, qui sont assez nombreux, partagent une même préoccupation, qui est finalement, je pourrais qualifier ça comme ça, de désespoir participatif. C'est-à-dire que si on n'arrive pas aujourd'hui, ne serait-ce que scientifiquement, à faire la preuve que la participation prend en charge des problèmes, au-delà des bonnes intentions et au-delà de la sophistication procédurale, alors on met tout simplement l'ambition participative en danger. Le cas d'école de ce problème, ce sont aujourd'hui les budgets participatifs. Je ne vais pas m'éterniser dessus parce que je n'ai pas forcément le temps et puis on pourra y revenir, mais la trajectoire des budgets participatifs, elle est très intéressante de ce côté-là, puisqu'on démarre au Brésil à la fin des années 80, et plus précisément à Porto Alegre, avec un budget participatif qu'on va qualifier de redistributif et de transformatif. L'idée du Parti des travailleurs à la fin des années 80 à Porto Alegre, c'est d'armer les classes populaires pour forcer la main à la bourgeoisie locale, pour prendre des décisions d'investissement que cette bourgeoisie locale ne veut pas prendre, et notamment prioriser l'investissement dans les quartiers pauvres. C'est à ça qu'a servi le budget participatif de Porto Alegre, et c'est comme ça qu'il a marqué les esprits. Mais ceux qui se sont intéressés au budget participatif, ce ne sont pas que des militants de cette démocratie redistributive, ce sont aussi des organisations internationales telles que la Banque mondiale. Et la Banque mondiale a retenu beaucoup du budget participatif, sa capacité à réduire le clientélisme et à faire pression sur les élus pour baisser les dépenses publiques et faire des choix. Donc dans la circulation internationale du budget participatif, on a dépolitisé en quelque sorte ce dispositif et on lui a fait jouer d'autres rôles. Et aujourd'hui, quand on est confronté à l'ensemble des budgets participatifs qui existent, ne serait-ce qu'en France, on se pose la question de finalement, est-ce que les budgets participatifs, ça existe ? C'est-à-dire que ces budgets participatifs, ils répondent à des ambitions politiques, à des modes d'organisation qui les différencient les uns des autres. Je vous ai pris un cas qui a beaucoup attiré l'attention dans la recherche ces derniers temps, le cas d'Avignon, qui n'est pas forcément la ville où on se précipite pour aller voir des innovations démocratiques. Eh bien, il y a un budget participatif dans la ville d'Avignon et une de mes collègues, Jessica Sainty, a mené une étude de cas très approfondie sur ce budget participatif qui montre qu'en gros, ce budget est mis en place sans objectif précis extrêmement palpable, se prend les pieds dans tous les tapis possibles, dans une indifférence générale des élus qui voient dans ce dispositif surtout un moyen plutôt sympathique de discuter avec les gens. Et quand on creuse le dispositif, je vous ai mis juste une carte, ne participent au budget participatif que les gens qui ont les moyens sociaux, culturels, les plus diplômés, les plus riches, les plus de centre-ville, exactement la même cartographie sociale que celle de l'abstention. Et donc on prolonge et on reproduit et on renforce des formes d'exclusion sociale en pratiquant la participation. Et on peut même aller plus loin. Alors là, je ne reviens pas malheureusement sur ce magnifique schéma. Alice Mazot qui nous montre, à travers l'étude d'un cas de budget participatif des lycées, que le budget participatif peut avoir des effets anti-redistributifs. Puisqu'à l'origine, les budgets sont affectés aux lycées en fonction des profils sociaux des lycées, qu'on connaît, les lycées pauvres, les lycées riches.
Sauf que dans le budget participatif, qui se saisit de l'outil le plus facilement? Eh bien, les lycées riches. Et les lycées riches arrivent à capter vers eux une grande part du budget mis sur la table au titre de la participation et donc annuler l'effet redistributif des investissements initiaux. C'est-à-dire qu'en matière de participation, l'enfer peut être pavé de bonnes intentions. Et j'en terminerai là-dessus. On a aujourd'hui une grosse préoccupation de recherche en sciences politiques, où je vous ai mis quelques exemples, et j'ai deux collègues, Rod Dacombe et Phil Parvin, qui ont posé assez frontalement la question des effets de cette participation sur le monde réel. Si la participation n'a pas d'effet en termes de redistribution des richesses, en termes d'empowerment des catégories sociales qui en ont le plus besoin, alors à quoi sert-elle? Et il ne suffit pas de se draper, nous disent nos collègues, dans des postures de participatory democrats, de partisans de la participation, où on va insister, comme je vous l'ai mis, sur les bénéfices anthropologiques. Une société qui participe, c'est mieux qu'une société qui ne participe pas, certes. Le contrôle des élus aussi, qui pourrait être renforcé, ou encore les objectifs d'éducation civique. Mais aujourd'hui, dans la recherche en sciences politiques, on en arrive à un moment où la question des effets réels est mise sur la table. Et donc, c'est un chantier de recherche et c'est aussi un chantier politique à partir desquels on essaye collectivement de pousser ces expérimentations participatives vers des questions un peu massives que sont quelle justice sociale, quel prix sur les problèmes publics initiaux, quelle place accorder aux intérêts des classes populaires, bref, en quoi la participation peut être capable de résoudre des problèmes qui sont bien connus et diagnostiqués de la participation politique et de la démocratie dans son ensemble. Et si jamais les dispositifs participatifs n'ont aucune réponse à apporter à ces questions, alors nous ne donnons pas cher de leur peau. Je vous remercie. Merci Guillaume. Guillaume vient d'émettre un certain nombre de critiques quant aux effets souhaités des budgets participatifs. Donc maintenant, j'aimerais laisser la parole aux praticiens et notamment à Erwan Binet. Alors, que peut dire la ville de Lyon quant à l'expérience des budgets participatifs? Quel est votre retour ? Merci. Merci pour votre invitation et ça va être difficile de parler après Guillaume Gour en disant que moi j'y crois encore à la participation citoyenne et la raison pour laquelle je m'amuse, c'est pas le mot, mais en tout cas je prends un grand plaisir à diriger le service qui déploie cette politique au sein de la ville de Lyon. Évidemment, je vais parler en tant que praticien qui se nourrit parce qu'elle est foisonnante de la littérature scientifique et universitaire en la matière, qui se nourrit aussi beaucoup des expériences d'autres collectivités, parce qu'il s'agit pour le coup dans le domaine des collectivités territoriales et de nos institutions publiques de manière générale, c'est un domaine qui n'a pas de cadre juridique très clair, ou en tout cas il en a un, mais très très faible. Nous avons des obligations, j'en reviendrai très rapidement, de faire des conseils de quartier, d'organiser des conseils citoyens. À Lyon, on a aussi une instance supplémentaire qui est liée au Paris-Lyon-Marseille, elle est SICA. Mais à part ça, on a très peu de cadre juridique, ce qui fait que des praticiens comme moi, des juristes même, on se raccroche à l'innovation, aux expériences des autres collectivités, ce qui est à la fois ultra intéressant, parce quand on a des professeurs d'université comme Guillaume aussi, de pouvoir voir ce que font les autres, y compris à l'international. On fait partie à Lyon, on est membre de l'OIDP, l'Office international de la démocratie participative, et donc on peut aussi regarder ce que font les pays étrangers. Pareil, la jurisprudence est très faible sur ces sujets-là, on ne s'en plaindra pas, ça veut dire aussi qu'il n'y a pas beaucoup de litiges, mais par exemple, il y a certains juristes qui se posent la question de l'incompétence négative. Je ne sais pas s'il y a des juristes ici, mais le fait pour une collectivité de se débarrasser des compétences qu'elle doit exercer pour la confier aux citoyens, ce n'est pas quelque chose qui juridiquement est très cadré. Donc je vais être assez rapide. Vous avez sous les yeux le plan de mandat de l'actuelle municipalité lyonnaise qui fait un saut en avant très important, qui a décidé en 2020 de faire un saut en avant très important en matière de participation citoyenne. Pour vous donner juste, pas rentrer dans les détails, mais un chiffre, en 2009, la ville de Lyon décide de créer un service de démocratie participative avec 2 agents qui a pour objectif d'accompagner les 36 conseils de quartier de la ville, mais aussi de lancer des concertations sur des sujets.
À côté de cela, la métropole de Lyon, elle, par contre, organise des lourdes, et c'est toujours le cas, des lourdes concertations sur notamment des concertations réglementaires liées à ces aménagements urbains et ses compétences. Aujourd'hui, la ville de Lyon, c'est un service, donc c'est une mission qui est devenue, donc ce service démocratie participative est devenu une mission démocratie ouverte avec 8 agents, un budget très conséquent pour en tout cas une mission. Il n'est jamais suffisant, mais en tout cas on a un budget de 280 000 €, tout est transparent, je peux vous le dire, il n'y a pas de, c'est le budget de la ville tout simplement, et qui nous permet de faire des concertations, qui nous a permis de lancer le budget participatif. Donc voilà, on a vraiment sauté un pas très important pour aussi, il faut dire, rattraper un retard par rapport aux autres collectivités de même taille en France et en Europe. J'ai oublié de mettre mon chronomètre, il faudra me dire si je dépasse. Je voudrais juste, en gros, on déploie la politique de participation citoyenne en 3 volets. D'abord, on engage une écoute et un dialogue permanent avec les habitants. C'est un peu le volet instance participative que je vais développer très rapidement. On veut donner du pouvoir d'agir aussi aux habitants, c'est-à-dire accompagner leurs idées et leurs projets. Et on veut aussi associer les habitantes et les habitants au projet de la ville. Ce n'est pas l'ordre dans lequel je vais les aborder d'ailleurs. Je commence par les instances. C'est un peu, Guillaume n'en a pas forcément parlé, c'est l'aspect le plus ancien de la participation citoyenne. Les conseils de quartier, les instances locales d'habitants et d'habitantes qui sont invités à contribuer à construire les politiques publiques ou à donner leur avis sur des projets initiés ou portés par des élus. C'est aujourd'hui clairement le sujet, c'est pas mon sujet particulièrement là aujourd'hui, donc je ne vais pas le détailler, mais sur lequel on se pose, nous les praticiens, le plus de questions. Parce que clairement, on a de moins en moins de personnes qui s'engagent sur le temps long et sur des sujets généraux. Et quand on s'engage dans un conseil d'arrondissement des enfants, alors pour les enfants c'est un peu différent, mais quand on s'engage par exemple dans un conseil de quartier ou dans un conseil citoyen, on ne sait pas forcément les sujets sur lesquels on va s'engager, comme quand on est élu et qu'on s'engage dans un conseil municipal, mais on sait qu'on va le faire sur le temps long, et ça, ce sont des paramètres qui aujourd'hui ne sont pas faciles pour des citoyens lambda. Donc on a un vrai problème de recrutement dans nos instances participatives, et en tant que praticien, on échange énormément sur ces questions-là. On essaye de mettre de l'innovation pour dynamiser ces instances, qui sont pour moi très importantes, mais qui clairement ne réunissent que les super citoyens. Donc c'est très important d'avoir leur avis. Ils représentent une population qui est importante pour la municipalité. Néanmoins, on a un vrai sujet en participation citoyenne sur la vitalité de ces instances. Donc à Lyon, on a, et c'est tout récent, des conseils d'arrondissement des enfants depuis l'année dernière dans les 9 arrondissements de Lyon, enfin dans 7 arrondissements de Lyon, bientôt 9. 36 conseils de quartier. Les conseils citoyens sont fixés sur les quartiers politiques de la ville. Les conseils de quartier et les conseils citoyens étant une obligation légale. Et puis nous avons tout un chapelet d'instances qui sont souvent à l'initiative des arrondissements. On en a pas mal à Lyon. On a un conseil des aînés, par exemple, dans le premier arrondissement. On a un conseil consultatif économique d'arrondissement. On a aussi les SICA, qui sont une particularité de la loi de 82 de décentralisation sur Paris, Lyon, Marseille, qui réunissent des associations et qui ont un rôle institutionnel en amont des conseils d'arrondissement. Bon, je passe parce que c'est très technique. On a un conseil territorial, un conseil de la vie associative. Voilà, donc ça montre que les élus ont besoin de s'appuyer sur une parole qui est disponible en fait, parce que toutes ces instances se réunissent très régulièrement, mais qui n'est pas facile à générer en termes de vitalité démocratique. Ensuite, on associe quotidiennement les habitantes et les habitants au projet de la ville, que ce soit sur les politiques publiques ou sur les projets d'aménagement, quels qu'ils soient. Et il y en a beaucoup pour ceux d'entre vous qui sont lyonnais. Beaucoup se plaignent qu'il y a des travaux partout, mais c'est la réalité. Donc, le gros des concertations réglementaires, c'est la métropole qui les porte, parce qu'au-delà d'un certain montant d'investissement, nous sommes contraints par la loi de lancer une concertation. Et donc, elles sont très nombreuses. Il suffit d'aller sur le site Je participe Grand Lyon, et vous verrez, en file active, il doit y avoir une dizaine de concertations en permanence, donc, qui évidemment sont sur le site internet de la ville, donc c'est des consultations numériques, mais qui se développent aussi en réunion publique, en permanence sur le terrain, etc. Nous avons aussi, nous, un site également qui s'appelle Oyer Participer, qui permet sur les compétences de la ville de lancer des consultations. Pour info, en ce moment, nous, sur la ville de Lyon et sur nos compétences, donc, nous sommes en train de consulter et concerter même les habitants sur un projet du Sentier des Balmes, qui est un sentier qui va
se parcourir dans les années qui viennent, un cheminement qui va parcourir sur les 9e et 5e arrondissements, des zones de nature en ville, qui sont peu connues des Lyonnaises et des Lyonnais parce que la plupart sont aujourd'hui privées. Et l'idée, c'est de pouvoir permettre leur accès. Donc on travaille avec les riverains qui vont devoir cohabiter avec des visiteurs et avec des Lyonnaises et Lyonnais qui vont se balader pas très loin de chez eux. On travaille aussi avec des jardiniers familiaux pour leur faire comprendre que il va falloir accepter que des Lyonnaises et des Lyonnais puissent traverser parmi leur jardin. Donc on travaille là-dessus. On travaille aussi sur un futur jardin, Tissot, rue Tissot dans le 9e. On travaille sur un tiers-lieu, l'ancienne école des Beaux-Arts Néret, qui est un site très connu sur Lyon. Et aussi, nous avons une démarche de redevabilité qui est très forte sur Lyon. Donc en ce moment, vous l'avez peut-être lu dans la presse, le maire fait le tour des 9 arrondissements dans une démarche de redevabilité pour rendre compte des 3 premières années du mandat auprès des Lyonnaises et des Lyonnais sous une forme très innovante qui permet aussi de mettre en scène et de mettre en avant la parole de ceux qu'on n'entend pas dans nos démarches participatives. On a fait un effort très important pour pouvoir mettre en avant la parole de ceux justement qu'on ne voit pas dans nos démarches participatives, et c'est plutôt réussi. C'est en cours. Si vous voulez avoir la curiosité de voir comment ça s'organise, vous pouvez aller voir sur le site. Et enfin, nous aidons donc, ce 3e volet, les Lyonnaises et les Lyonnais à mener leurs projets, à les faire aboutir. Donc on a des choses classiques comme j'ai mis le fonds d'initiative locale, j'ai oublié le fonds associative locale qui sont fixés sur les quartiers politiques de la ville, qui sont communs à toutes les collectivités qui disposent de quartiers populaires et qui permettent aux habitants, aux associations locales de quartiers de faire aboutir leurs projets par des petites subventions. On a aussi une volonté très forte à travers les espaces verts, c'est d'ailleurs existait déjà sous la municipalité précédente, de jardins de rue et de jardins partagés. Ce sont des initiatives d'habitants qui sont accompagnées par la ville. On a un appel à projet en faveur des initiatives étudiantes, mais vous ne pourrez pas m'interroger dessus parce que ce n'est pas mon service qui le gère, donc j'en sais peu de choses, mais en gros, entre la métropole et la ville, il y a à peu près 70 000 € qui sont consacrés aux initiatives d'associations étudiantes. Donc si vous êtes intéressé, évidemment, vous pouvez aller voir sur le site de la ville pour avoir des infos. Et puis, on a un appel à projet qui est fixé sur les conseils de quartier. Et puis, on a ce volet budget participatif qui a été lancé pour la première fois en 2022, donc avec 12,5 millions € d'investissement. C'est le premier budget participatif en France, hormis Paris, qui est vraiment hors catégorie. Donc c'est un budget extrêmement important d'investissement et qui est ouvert aux idées des Lyonnaises et des Lyonnais. Lors de la première édition, nous avons eu 1427 idées déposées sur la plateforme. Oyez participer de manière totalement transparente, parce que c'est important de dire que ces démarches participatives ne fonctionnent et ne sont concevables pour nous praticiens que si elles sont transparentes du début à la fin. Et donc les 1427 idées sont déposées par les habitants sur la plateforme, sont visibles tout le temps, et leur cheminement, leur analyse par les services sont aussi visibles et totalement transparents. Au terme de ce processus, 217 projets ont été soumis au vote des habitantes et des habitants, et il en est ressorti 110 projets lauréats qu'on est en train de mettre en œuvre. Parfois de manière difficile, parce que le temps des habitants n'étant pas le temps administratif, quand nous demandons à nos services de rajouter à leur plan de charge des projets qui n'étaient pas prévus du tout, et parfois des projets très importants de plusieurs millions d'euros, qui n'étaient pas prévus dans leur plan de charge, dans leur pensée à eux, c'est extrêmement compliqué. Donc tout cela, ça engage aussi du côté institutionnel, du côté de la ville et de nos collectivités qui lancent ces budgets participatifs, une gymnastique d'un point de vue technique qui est un enjeu en soi pour nous. Le budget participatif, quand on est habitant, on voit ce qui se passe sur la plateforme, on voit les réalisations dans sa rue, on voit si le projet qu'on a porté a été retenu ou pas, a été voté ou pas. Néanmoins, ce que vous ne voyez pas, c'est que ça nécessite de la part de l'administration une remise en cause parfois complète de mode opératoire. Et pour le bien de tous, je dois le dire, y compris des fonctionnaires que nous sommes, parce que ça change nos méthodes, ça nous met en direct avec les habitants, ça nous oblige peut-être à adopter un temps et une temporalité qui n'est pas celle qu'on a l'habitude de faire, d'appliquer. Les élus sont aussi sur cette obligation de changer parce qu'ils ne peuvent pas refuser les idées des habitants. Ils ont
très clairement, dès le départ, poser la règle. Vos idées, si elles sont votées, nous les mettrons en œuvre. Et clairement, quand on est politique et quand on a été élu au suffrage universel et qu'une idée ne nous convient pas, on se dit, mais moi aussi, j'ai une légitimité pour pouvoir dire, bah non, cette idée ne me convient pas ou cette idée, je veux la mettre. Donc, c'est pas simple, mais c'est un exercice extrêmement important. On a eu extrêmement intéressant à mettre en œuvre et important parce que même si, clairement, et Guillaume l'a dit, je ne vais pas le répéter, les études montrent, et y compris celles que l'on a fait sur le budget participatif lyonnais, que sont là encore, la plupart du temps, des super citoyens qui s'investissent dans le budget participatif. C'est pour ça d'ailleurs que sur la deuxième édition, nous allons faire les choses un peu autrement pour pouvoir atteindre ces populations qui sont éloignées de la décision publique, beaucoup plus. On a quand même 65% des personnes qui ont participé au budget participatif lyonnais qui n'avaient participé auparavant à aucune initiative participative. 65%. Donc c'est quand même un outil utile pour nous. Et globalement, même si ça reste les CSP+, clairement, qui en majorité ont déposé des idées, on a fait l'étude sur, on ne pouvait pas faire les études pour ceux qui ont voté, mais sur qui ont déposé des idées, elles sont plus jeunes que celles qu'on peut voir dans nos instances participatives en moyenne. Alors plus jeunes, c'est 30-45 ans, mais ça reste plus jeune que la moyenne d'âge de ceux qu'on peut avoir habituellement dans nos conseils de quartier, dans nos instances de participation citoyenne. Voilà, j'ai peut-être été un peu trop long. Non, c'est parfait. Merci, Erwan. Alors avant de passer la parole à Bernadette Guyon, je voudrais vous inviter à poser dès maintenant vos questions sur vos téléphones, par SMS. Peut-être qu'à la technique, on peut remettre le numéro que vous pouvez composer pour poser vos questions. Pour le moment, je n'ai aucune question qui me soit posée, donc n'hésitez surtout pas. C'est le moment de poser vos questions et j'interrogerai nos intervenants sur les questions éventuelles que vous vous posez. N'hésitez pas. Alors, il faut passer par la... Ah, il y a un problème technique, c'est ça? D'accord. On va essayer de le résoudre en technique. Merci beaucoup. Donc, je passe la parole à Bernadette, qui est donc directrice de la société de conseil Algoé. Voilà, je veux bien la petite zapette. Ah oui, bien sûr. Merci. Merci beaucoup. Bonjour mesdames et messieurs. Petite précision, je ne suis pas directrice de la société Algoé, mais au sein de la société Algoé, c'est pas grave. Voilà, qui est ravie, la société Algoé, de participer chaque année aux côtés de tous les autres partenaires pour organiser ces GECO qui sont des lieux de débat passionnants. Et donc aujourd'hui, pour venir sur un sujet complémentaire à celui que vient de présenter Erwan Binet, sur un cas pratique. Alors la question, c'est cette concertation dans le cadre de documents d'urbanisme portés par les collectivités, comment elle s'organise et qu'est-ce qu'elle produit. Alors tout le monde n'est peut-être pas au fait de ce que sont les documents d'urbanisme, donc j'ai pris, pour aller très rapidement en pédagogie, si je peux dire ainsi, quel que soit votre niveau, soit très avancé, soit pas, pour vous exprimer ceci. C'est une photo que j'ai faite depuis un terril de Los-en-Goël, près de Lens-Liévin, et qui permet de voir du coup de hauteur un terrain plat assez grand, où on voit quoi? On voit qu'il y a des lotissements assez anciens, du tissu urbanisé un peu serré, on voit des taches blanches un peu fortes, on voit que ce soit des lotissements récents, et puis on voit au fond à droite des usines ou des entrepôts, en tout cas de l'activité économique. Et donc, c'est quoi l'enjeu pour le citoyen des documents d'urbanisme? C'est que vous allez avoir des habitants qui vont dire « Ah, mais moi, à côté de ma maison, je veux surtout pas qu'il y ait des autres personnes qui viennent parce que je veux être tranquille, donc je veux vérifier qu'on ne se construira pas à côté de ma maison. » Puis vous allez avoir un propriétaire qui va dire « Mais moi, je veux vendre mon terrain à 250 € le mètre carré et pas 40 € le mètre carré. » Donc, il va être intéressé au contraire à ce que ça construise. Et puis, vous allez avoir un propriétaire foncier ou un entrepreneur d'activité économique qui va dire « Mais moi, je veux étendre mon usine, donc je voudrais bien manger un peu le terrain qui est là, en brun clair, à côté de mon usine en haut à droite. » Donc, finalement, les habitants sont très directement concernés par ces documents d'urbanisme, et c'est pourquoi les dispositifs, comme vous le disiez si bien, chers collègues de l'université, ce sont des dispositifs qui sont mis en place pour permettre aux habitants de s'exprimer et à tous les acteurs, et dans le but d'éclairer la collectivité sur la décision. C'est comme ça qu'on peut, à ce stade-là, mais ça peut être tout à fait un débat, parler de l'efficacité de
de l'efficacité de la concertation. Alors, je parlerai surtout de 2 types de documents d'urbanisme sur lesquels nous travaillons beaucoup, qui sont les chemins de cohérence territoriaux, qui sont à horizon lointain, à 20 ans, et qui doivent donner les grandes orientations, mais être assez précis sur les questions d'espace agricole et naturel, et qui vont s'imposer en compatibilité, ça veut dire en laissant de la marge de manœuvre, aux plans locaux d'urbanisme, qui sont de plus en plus intercommunaux, et qui sont donc travaillés à l'échelle des EPCI, vous nous en avez parlé tout à l'heure, Benoît, et qui, eux, vont dire s'imposer en conformité à ce que la construction soit tout à fait conforme avec la règle qui sera prise. Donc, voilà ce dont il s'agit. Et pour terminer la dimension, donc voilà des exemples, Métropole du Grand Paris, Grand Angoulême, Annonay et d'autres. Je vous ai parlé de Lens. On travaille un peu sur toute la France et c'est fort de toute cette expérience que je peux un petit peu vous parler de cette dimension concertation. Alors, le cadre réglementaire, il est très strict pour les documents d'urbanisme et il est aussi très strict pour aussi que cette décision publique soit claire dans sa relation avec les habitants qui vont avoir les conséquences de cette décision sur ils pourront construire ou pas, vendre ou pas leur terrain, et à tel ou tel prix surtout. Et donc, il y a 2 moments importants. Il y a l'arrêt du projet que vous voyez au centre, entre le numéro 3 et le numéro 4, qui on lève la main et on passe à ce moment-là aux acteurs du territoire et aux chambres de commerce, aux associations environnementales, aux chambres des métiers, chambres d'agriculture, etc., de donner leur avis à l'enquête publique. Ça, je pense que beaucoup d'entre vous ont entendu parler d'enquête publique, qui est le moment où tout le public peut aller s'exprimer sur un document avant qu'il puisse éventuellement être adapté à toutes les remarques qui ont été faites pour être approuvé. Et c'est la 2e étape. Et comment vient la concertation dans ce processus-là? Eh bien, la concertation, c'est qu'au démarrage, il y a une délibération qui est prise où la collectivité, ou le PCI, le groupement de collectivités, va dire « voilà comment je vais concerter avec les habitants ». Et ça va être sa concertation réglementaire. Donc on l'appelle réglementaire, mais c'est elle qui se l'impose à elle-même. Alors bien évidemment, si elle en fait très peu, elle risque d'avoir quand même des recours, des contentieux, parce qu'il faut bien, la loi demande quand même d'en faire un peu. Mais elle n'est pas obligée d'en faire énormément. C'est elle qui se donne les éléments, et la plupart du temps, eh bien, on n'en met pas beaucoup dans cette délibération et les collectivités en font plus. Et ensuite, il va y avoir un bilan de la concertation qui aura été faite pendant l'élaboration du document pour dire voilà ce que les habitants, ce que la société civile organisée avec des conseils de quartier, s'il y en a, des conseils citoyens, voilà ce qui a été dit. Et puis, à la fin, il y aura dans la délibération d'approbation du document, qui va alors s'imposer pour les habitants, la justification de la prise en compte ou non des paroles qui ont été formées. Donc vous voyez que cette concertation, elle est réglementairement bien encadrée. Alors, ce qui va nous intéresser donc aujourd'hui, c'est d'analyser les facteurs de choix pour comment va-t-on faire cette concertation, comment les élus, au moment où ils lancent leur document d'urbanisme, comment ils vont faire ce choix-là. Donc, j'en ai identifié 3. C'est une proposition que je vous fais aujourd'hui. C'est d'une part le degré d'implication attendu. Est-ce qu'on veut, jusqu'où on va passer la main, finalement, aux citoyens pour co-construire ou pas le projet. Et ça, c'est un point qui est très différent selon les collectivités. Ensuite, ces citoyens, ils sont très différents. Benoît, tu en as parlé tout à l'heure, il y a une grande diversité des publics visés et lesquels on va aller chercher et comment. C'est le 2e facteur de mon point de vue. Et enfin, il y a le degré d'ambition. Et ça, Erwin vient nous parler d'une ambition très forte de la ville de Lyon. Et cette ambition, elle est différente selon les collectivités. Alors, pour revenir sur chacun de ces facteurs, commençons par le degré d'implication attendu. On peut être dans le minimum, à savoir juste de l'information. Et on informe le public qui après peut ou ne pas réagir, mais c'est le basique. Ça, je dois dire que c'est l'obligation, on va dire aujourd'hui, que le public soit informé. Mais on peut aller plus loin en organisant les retours.
pas simplement en attendant qu'ils répondent qu'ils écrivent sur un mail ou qu'ils répondent à aller voir sur le site internet, mais on peut organiser les retours en les sollicitant très directement. Et puis, on peut enfin aller plus loin en allant jusque de la co-construction, de la coproduction, en mettant donc certains publics autour de la table pour dire qu'est-ce que vous voulez, comment on peut le faire. Et donc, autour de ce petit triangle qui décrit quel niveau de co-construction on va, on voit bien qu'il y a des choix qui sont divers pour la collectivité qu'elle peut choisir. Ici, je vous ai présenté des photos qui correspondent au schéma de cohérence territoriale, au SCOT de la métropole du Grand Paris, qui avait mis beaucoup de moyens à toutes les échelles en temps d'information, de consultation et de coproduction. Donc voilà pour le degré d'implication attendu. Ensuite, on a la question de la diversité des publics visés. Alors, pour l'illustrer, je les ai séparés un peu en 3 groupes. D'une part, il y a ce grand public. Et ça, c'est une grande foule, entre guillemets, qui est là en face de nous. Et comment s'y prend-on ? Je crois que vous avez tous parlé là autour de la table de comment on va chercher les publics qui sont les plus difficiles à venir solliciter, qui sont soit effectivement les publics des quartiers plus défavorisés, qui sont aussi les actifs qui, à l'heure de la réunion publique de 18h, sont tous en train de s'occuper de leurs enfants ou qui sont encore au travail. On a vraiment différentes natures de publics qui peuvent être difficiles à aller solliciter, et il y a des moyens qui existent pour aller les chercher. Mais c'est une question qui est complètement récurrente chez la plupart de nos clients, qu'ils aient beaucoup ou pas de moyens. Ensuite, dans les publics, eh bien, il y a des publics spécifiques. Et également les personnes publiques associées, mais je commencerai par les publics spécifiques parce que c'est ce qu'on essaie beaucoup de faire aujourd'hui, c'est de se dire sur tel type de projet, eh bien on va avoir besoin, tel type de territoire plutôt, puisque ces documents d'urbanisme sont surtout les types territoires. On peut avoir besoin des acteurs de l'immobilier qui sont importants à les chercher, des acteurs du commerce, des commerçants des centres-villes ou des commerçants qui sont dans les bourgs et villages, qui ont besoin de parler des choses et de dire quels sont leurs besoins, souvent pour régénérer les centres-villes des villes moyennes, par exemple, et aussi les acteurs économiques, qui ont souvent des besoins de foncier. Et aujourd'hui, peut-être certains ont suivi la table ronde hier sur la question de l'artificialisation et du célèbre ZAN, zéro artificialisation nette, qui est un vrai sujet, donc c'est un grand enjeu pour eux. Il y a les acteurs du tourisme, par exemple, en ce moment on travaille pour le SCOT de la Maurienne, et bien évidemment les stations de montagne, c'est un grand enjeu pour elles de savoir comment elles vont évoluer en termes de construction, en termes d'évolution, en termes d'équipement de loisirs, et ils doivent être autour de la table. Les acteurs des transports, la mobilité est souvent l'un des premiers sujets évoqués par les citoyens, les agriculteurs qui, eux, veulent défendre en général leur terrain, et puis il y a réglementairement les personnes publiques associées qui sont notamment, je les ai citées ici, les chambres d'agriculture, de commerce et d'industrie des métiers, mais également les associations spécialisées pour l'environnement et des associations qui sont agréées dans le cadre de chaque document d'urbanisme. Donc voilà cette diversité des publics, et j'insiste sur cette part-là parce que, en termes de légitimité, on y reviendra tout à l'heure, ils ont certainement une réelle légitimité à venir co-construire le territoire. Et puis il y a un autre type de public qu'il importe de signaler pour ces documents d'urbanisme, c'est puisqu'ils se placent à des échelles assez grandes, ou que les PLU qui avant étaient des plans locaux d'urbanisme communaux sont devenus intercommunaux. Pour Lyon, ça fait très très longtemps, mais dans la majorité du territoire national, ce n'est pas le cas. Eh bien, on est en face les gens qui co-construisent, c'est un petit cercle d'élus qui va de 20 à 50 personnes, alors qu'en fait, vous avez en général jusqu'à 1000 élus municipaux qui sont au quotidien auprès des habitants et qui doivent porter ensuite le document d'urbanisme. Donc les élus du territoire, c'est aussi pour nous un public qu'il ne faut pas oublier. Et donc, au final, quels sont les critères pour opérer des choix ? Dans les critères, il y a de toute façon le droit à l'information. Je l'évoquais tout à l'heure en termes d'apporter cette information qui est basique. Il y a la légitimité que vont avoir ces publics-là. Et dans ces publics spécifiques, c'est vraiment important de penser à ceux qui ont beaucoup à dire parce qu'ils ont un gros enjeu sur le devenir du territoire. C'est aussi la nature des enjeux. Si on a des enjeux, par exemple, de difficultés de bourgs, de
centre-ville, eh bien, les commerçants, les associations du centre-ville sont importants à les solliciter pour toujours éclairer la décision publique. Et puis, bien entendu, et vous l'avez tous évoqué autour de la table, les moyens disponibles. Et donc, ces moyens disponibles, c'est ça qui va permettre de décider du troisième facteur que j'évoquais tout à l'heure. C'est l'un des éléments, c'est le degré d'ambition. Mais le degré d'ambition, il est pas simplement sur les questions des moyens, c'est aussi sur la volonté ou pas que la collectivité a besoin de créer de la notoriété. J'évoquais par exemple la métropole du Grand Paris qui, dans notre millefeuille que vous évoquiez tout à l'heure des collectivités en France, est un échelon nouveau, hein, c'est récent, ça a moins de 10 ans. Eh bien, le métropole du Grand Paris a mis beaucoup de moyens dans la concertation sur le SCOT parce que c'était aussi un moyen de se faire connaître, de faire parler d'elle. Et on a souvent ce cas-là dans des collectivités qui sont nouvelles. Vous savez que les intercommunalités, elles sont devenues plus grandes. Il y a eu une très forte volonté en France de les regrouper. Mais elles ont besoin de se faire connaître et de faire comprendre à leurs citoyens c'est quoi leur territoire, quels sont les enjeux à cette nouvelle échelle de territoire. Et c'est un gros enjeu aujourd'hui, la notoriété. Et puis, il y a l'ambition politique vis-à-vis de la participation citoyenne. Et cette ambition politique, elle peut relever de la conviction intime de chacun des élus qui sont autour de la table quand ils vont en discuter. Et bien entendu, les moyens de la collectivité, je ne reviens pas dessus, mais mes collègues autour de la table l'ont évoqué. Et du coup, on a forcément au final une hétérogénéité des pratiques, comme il y a une diversité des publics, il y a une très grande hétérogénéité. Et pour aller un peu rapide, parce qu'on pourrait remplir ce tableau de manière très, très large, mais on n'a pas le temps là aujourd'hui, en basique, il y a toujours des réunions publiques et puis de l'information qui est donnée dans des journaux. Il y a l'obligation d'ouvrir des registres dans les communes et à l'intercommunalité, ça c'est le basique avec ces réunions. Mais on peut aller plus loin en faisant des tables rondes et en organisant par des sites internet l'attente des retours, donc de solliciter les retours de la collectivité et d'anticiper l'acceptabilité, parce que certainement c'est un objectif sur lequel on va revenir tout à l'heure, qui est de faire en sorte que les décisions qui vont être prises, les citoyens, s'ils sont informés, bien, on anticipe qu'elles vont être acceptables par les publics. Et quand on va vers la co-construction, on est vraiment sur des moyens très combinés. J'écoutais attentivement la question là, sur les budgets participatifs. Nous, sur les questions de documents d'urbanisme, on essaie de mettre en place des panels d'habitants qui sont certes resserrés, mais on essaye d'avoir des publics un peu divers qui permettent d'accompagner, d'avoir un panel tout au long du document pour qu'à différentes étapes, ce panel puisse être formé et donner son avis. Et ceci, alors voilà, pour des résultats tout aussi hétérogènes, parce que j'ai apprécié le terme d'influence décisionnelle qui a été utilisé tout à l'heure, et du coup de savoir comment on agit sur cette décision publique. Alors moi, c'est le résultat de ma tout à fait petite expérience dans ce domaine-là. Moi, ce que je vois se créer depuis une vingtaine d'années, c'est qu'on a des publics qui sont malgré tout de plus en plus informés des enjeux, de ce qui se passe, et ce n'est pas que la concertation dans les cadres des documents d'urbanisme qui le fait, mais elle y contribue et elle s'en sert d'une certaine façon, et pour certains des publics formés. On a des acteurs qui veulent être co-constructeurs de plus en plus, et puis on a des moyens qui sont de plus en plus diversifiés pour capter ces publics. Certains les évoqués, les moyens numériques qui sont de plus en plus larges. On a vraiment beaucoup de moyens, et ce n'est pas que le numérique, c'est aussi la manière d'aller sur les marchés, aller chercher les gens, d'organiser une table ronde. Là, on va organiser une randonnée entre des jeunes et des élus pour que les jeunes puissent parler, parce que les jeunes, c'est important aussi. Donc, on a vraiment des tas de moyens qu'on essaye de rendre le plus accessible pour les collectivités. Et finalement, qu'est-ce que ça donne au final ? Cette conférence a été l'occasion pour moi de réfléchir à cette question. Et alors, malheureusement, je n'ai pas d'études comme certains disposent ici autour de la table, mais moi, il me semble qu'aujourd'hui, les choix politiques intègrent de manière transparente les préoccupations des citoyens par ces moyens-là. Et certainement, ça se nourrit mutuellement, ça se nourrit aussi par
tous les autres moyens d'information qu'il y a. Mais moi, je ne vois plus aujourd'hui une collectivité où il n'y a pas besoin de nature en ville, y compris dans des très petites villes, où il n'y a pas besoin de tous les enjeux qu'on a aujourd'hui autour sociaux et environnementaux sont très très forts, avec cependant encore beaucoup d'interrogations sur certains devenirs, parce qu'on fait des documents d'urbanisme à des horizons de 10 ans, mais il y a quand même des enjeux qui sont très clairs, sur la mobilité, toujours. Et ça, on voit globalement que voilà, ça s'articule. Il y a une articulation qui se fait. Et puis, dans les détails, eh bien, il y a des ajustements chaque fois qu'on peut aller regarder, parce que quand on veut savoir ce que va devenir son terrain, l'habitant s'y intéresse forcément. Donc, cette efficacité décisionnelle, cette influence décisionnelle, elle n'est pas énorme, ça c'est clair. La décision politique reste la décision des élus, la décision publique, mais je trouve qu'il y a de l'imbrication des uns dans les autres. Et pour conclure, donc je dirais donc qu'il y a donc une montée en puissance indéniable de la concertation telle qu'elle se fait. Donc de plus en plus, la flèche on monte vers le haut et même des petites collectivités avec peu de moyens le font. Et on a aussi des publics qui sont de plus en plus exigeants parce que qui veulent participer. Merci. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors en réalité, on a beaucoup de questions, donc je vais essayer de résumer certaines d'entre elles. Peut-être la première question pour Benoît Lemot. L'implication des citoyens ne passe-t-elle pas aussi par plus de transparence des finances publiques et plus de simplicité ? Oui, alors merci, c'est une très bonne question. Alors, sur la transparence, maintenant, il y a un effort du secteur public de manière générale pour donner à disposition justement les données fiscales aux citoyens. Donc là, de ce point de vue-là, je trouve qu'il y a quand même une amélioration. Moi, quand je travaillais il y a 20 ans sur les données publiques locales, trouver les données, c'était parfois compliqué. Il fallait avoir un réseau, il fallait connaître du monde, et puis avec un peu de chance, on arrivait à obtenir une base de données. Maintenant, on a la chance quand même d'avoir à disposition de nombreuses bases de données. Regardez aussi les villes font des efforts. Alors là, je parle de données statistiques qui sont locales, mais qu'on trouve sur des sites nationaux, notamment par le ministère de l'Intérieur. Mais au niveau local, il y a plusieurs informations disponibles maintenant sur les sites internet des villes. Donc je trouve que de ce point de vue-là, c'est déjà plus clair. Et puis vous pouvez toujours participer aux instances, aux délibérations. Donc du point de vue de la transparence, je trouve qu'il y a eu un effort. Du côté de la simplicité, je trouve bien au contraire que là, ça s'est détérioré. J'ai vu, moi, effectivement, je l'ai évoqué tout à l'heure, sur les différentes réformes qu'ont subies les collectivités territoriales. Avant, c'était assez simple, il y avait 4 taxes et puis des dotations qui n'étaient pas toujours très lisibles, mais c'était assez compréhensible. Maintenant, quand je donne un cours de finances publiques territoriales aux étudiants, faut que je revise avant, parce que c'est devenu extrêmement compliqué. Il faut expliquer toutes les réformes aux étudiants, parce qu'ils ne peuvent pas aller sur le marché de l'emploi sans connaître toute cette évolution, parce que les étudiants, quand ils vont aller après faire leur stage, ou quand ils vont avoir un emploi sur les finances territoriales, il faut qu'ils comprennent cette évolution. Et donc là, effectivement, là, il y a un gros enjeu parce que c'est vraiment extrêmement complexe. Ne serait-ce que, je vous donne l'exemple d'une dotation, la dotation la plus importante de fonctionnement des collectivités territoriales, la DGF. Le mode de calcul, il est très obscur. Il est souvent basé sur plusieurs indicateurs de charges et puis de ressources. Et même, ne serait-ce que là-dessus, moi, mes étudiants, ils ont un cours spécifique par un professionnel du secteur public, parce que moi, personnellement, je ne me sens pas le courage de le faire. Donc sur la transparence, c'est clair que... sur la simplicité, c'est clair que là, il y a un effort conséquent à faire, je pense. Merci Benoît. Une question sans doute pour Guillaume, mais elle s'adresse aussi à chacun d'entre vous. Quelles sont les principales innovations démocratiques ? Alors, du coup, c'est parce que c'est vrai que j'ai botté en touche sur la question de l'innovation, donc merci Sonia de me remettre le nez dedans. En fait, si on réfléchit à quels sont les dispositifs qui circulent le plus et qui
qui sont considérées comme des innovations par rapport à la manière classique qu'on a de prendre des décisions. Évidemment, les budgets participatifs, on l'a déjà évoqué. On constate aussi un recours de plus en plus croissant donc à ce qu'on appelle les mini-publics délibératifs, les assemblées citoyennes, les conventions citoyennes au niveau local, national, international, y compris au niveau européen, où il y a des initiatives de ce type-là. Hein, donc on tire au sort des panels de gens pour les faire délibérer sur une question X ou Y. Et puis aussi une tendance très très lourde au recours au civic tech, hein, aux plateformes en ligne, au numérique, avec cette idée que le numérique aurait en lui-même des clés d'ouverture, hein, par rapport à ce qu'on se disait, notamment sur ceux qui ne participent pas, etc. Mais au-delà de ça, moi, ce qui me frappe d'un point de vue politique, hein, puisque vous aurez compris que c'est un peu mon obsession, ce qui me frappe, c'est aujourd'hui la manière dont des initiatives participatives portées par des autorités locales reposent la question de l'initiative citoyenne. En gros, concevoir des dispositifs participatifs qui démarrent des griefs, des contestations, des remarques, bon, bref, de l'initiative des citoyens. Et du coup, il y a des expériences qui redécouvrent des choses. Alors, c'est pas vraiment des innovations, hein, parce qu'en fait, on redécouvre des choses qui existent depuis longtemps, mais qui étaient un peu passées à l'as. Par exemple, je sais que Grenoble a expérimenté là tout un dispositif de droit d'interpellation, de médiation à partir de droits d'interpellation citoyenne. Ils ont obtenu un prix là, il y a 15 jours autour de ça. Donc, bon, en termes d'innovation, obtenir un prix, c'est toujours bon signe. Des expériences alors un peu plus baroques, mais qui sont très intéressantes à suivre, de RIC, donc de référendums d'initiative citoyenne locaux, avec une vague inspiration du dispositif porté par les Gilets jaunes. Et par exemple, ce qui s'est passé à Berlin depuis une dizaine d'années, hein, autour aussi d'une votation populaire assez développée au niveau urbain. Et du coup, là, en termes d'innovation, c'est intéressant, puisqu'on renverse la logique, quoi. Par exemple, les BP, les budgets participatifs, font appel à l'initiative des gens, hein, pour porter des projets, mais à partir d'un cadre préétabli. Hein. Finalement, c'est la fameuse enveloppe qu'on va organiser en fonction des arrondissements, en fonction du budget mis à disposition. Et donc ça reste quand même une logique assez descendante et une logique de mobilisation, si vous voulez, où on va chercher les gens pour se saisir d'un dispositif. Là, dans le cas de la votation et de cette fameuse démocratie d'interpellation, on renverse un peu la logique. Et juste un dernier élément quand même en termes d'innovation, alors je ne sais pas si on peut appeler ça innovation, signalons, puisque j'avais complètement écarté évidemment volontairement le cadre légal, hein, le cadre de concertation légale. Il faut quand même qu'on soit tout à fait lucide sur la période dans laquelle on est, où on est dans une période de régression assez claire de l'obligation de concertation et du droit de la concertation. Du point de vue des impératifs légaux. La loi accélération et simplification de l'action publique et la loi industrie verte, hein, donc en 2020 et 2023, crée des dérogations de plus en plus nombreuses à l'obligation de concertation, dont la Commission nationale du débat public a signalé le caractère extrêmement problématique. Donc on n'est pas du tout, enfin moi je suis pas du tout sur l'idée qu'on va vers le mieux, quoi, hein, en termes de concertation et d'obligation de la concertation, et les conséquences de ces deux volets législatifs, il faut les suivre avec la plus grande attention et ne pas considérer qu'on est sur une progression comme ça vers le mieux téléologique de toujours plus de participation. Hein. On est aussi dans des moments de recul et de régression qui sont assez clairs, et du coup aujourd'hui il y a quand même des problèmes qui sont posés très très clairement sur où va l'obligation de concertation, notamment dans le domaine environnemental. Merci Guillaume. On a le résultat du sondage sur l'usage du numérique. Donc, est-ce que le numérique serait une solution pour vous ? Donc, je vous donne les résultats qui m'ont été communiqués. Donc, visiblement, ça semble être une solution pour 71% des personnes qui ont répondu au sondage. Je ne sais pas si vous voulez réagir aux résultats de ce sondage. En tout cas, je vous laisse réfléchir un petit peu. Il y a pas mal de questions. Tu veux réagir ? Vas-y, Benoît. Alors ça, c'est un bel exemple justement de biais d'échantillon, parce que là, vous êtes tous venus à cette session, donc déjà, vous avez une propension à favoriser peut-être la démocratie participative, et en plus, on demande aux personnes dans cette salle de répondre aux enjeux de l'outil numérique en utilisant
l'outil numérique. Ou à distanciel. On a Donc, ou à distanciel, mais bon, derrière, il y a quand même un biais, donc il faudra regarder si notre échantillon est bien représentatif. Oui, merci Benoît. Il y a un certain nombre de questions également, peut-être pour Erwan Binet. Comment demander aux citoyens d'être plus impliqués au niveau local alors qu'il y a une multiplicité des structures décisionnelles? Comment le niveau intercommunal s'intercale avec le niveau municipal? Donc, je ne vais pas vous mettre dans la difficulté, mais voilà, comment voilà, la multiplicité des couches, comment impliquer le décideur local dans un cadre communal, intercommunal, devant cette multiplicité des structures décisionnelles? C'est vrai que le paysage institutionnel national ne nous facilite pas dans l'appropriation par les citoyennes et les citoyens de leur place dans la décision publique. En général, nous, dans notre posture, et c'est la plupart du temps la posture des élus, quelle que soit la collectivité qu'elle représente, c'est de ne pas faire un cours de droit institutionnel ou de droit administratif aux habitants lorsqu'ils leur posent un problème qui ne relève pas de leur compétence. Il peut exister des élus comme ça, mais en tout cas, moi j'en connais peu et en général on prend note de l'interrogation, du projet, de l'idée et ensuite on s'arrange pour la transmettre aux voisins, à la collectivité, à l'interco, etc. Parce que évidemment entre les élus il y a des liens parfois même fonctionnels. Mais c'est un problème, je vous donne juste l'exemple. Vous l'avez peut-être relevé, mais dans le budget participatif lyonnais, donc il y a eu 1427 idées qui ont été déposées. J'insiste sur le terme idées, parce que nous ne demandions pas aux Lyonnaises et aux Lyonnais de bâtir un projet. On considère que les habitants n'ont pas les bagages suffisants pour savoir la différence entre un budget de fonctionnement et un budget d'investissement d'une collectivité, le cadre légal, etc. etc. Et je passe même sur les compétences techniques pour des travaux sur la voirie, par exemple, etc. Donc du coup, nous, on a fait le choix de dire aux Lyonnaises et Lyonnais, déposez vos idées. Nous, on les analyse, on ne les retiendra pas si ça ne rentre pas dans le cadre, la règle est claire, mais en tout cas, on les prend. Et à la fin de ce cheminement d'analyse, il n'y a que 217 idées, 217 projets, parce qu'il y a plusieurs idées qui ont pu constituer un seul projet soumis au vote, parce qu'elles étaient redondantes, par exemple, 217 projets. Donc 1427 idées qui donnent lieu à 217 projets soumis au vote. Et en fait, la différence, c'est souvent que les Lyonnaises et les Lyonnais ont posé des idées sur des compétences de l'agglomération, de l'interco. Et quand vous êtes dans une ville où la plupart de l'espace public, la voirie est de compétences de la métropole, évidemment, et les places importantes, évidemment, ça laisse peu de place pour les compétences de la ville facialement. Donc effectivement, au quotidien, c'est un problème pour nous, les praticiens, mais en même temps, voilà, la participation citoyenne, c'est aussi un moyen pour les habitants de s'approprier le fonctionnement de la collectivité, je pense, de s'approprier pas forcément le niveau hiérarchique et le foisonnement de nos collectivités et qui parfois est incompréhensible. Et d'ailleurs, clairement, pour ceux qui, parmi vous, peuvent s'engager en politique, à chaque élection, quand on fait campagne, on répète la même chose aux mêmes électeurs, comment on fonctionne. C'est-à-dire, je suis la région, quelles compétences je propose dans cette élection, je suis les métropoles, quelles compétences j'ai à cette élection, parce que ça n'imprime pas vraiment, à vrai dire, quelles que soient les générations. Donc ça, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter là-dessus, mais la participation citoyenne est un moyen aussi, quand même, de faire approprier par les habitants le fonctionnement d'une collectivité, le temps administratif, la façon dont on gère le budget. Et c'est aussi un enjeu important, je pense, en soi, de la participation citoyenne. Ok, merci. Une question pour vous, Bernadette. La décision publique peut parfois être fragile. Et en quel sens peut-elle être fragile ? Alors, oui, justement, on l'évoquait tout à l'heure, la fragilité. On est aujourd'hui dans 3 journées qui sont autour de surmonter nos fragilités. Et du coup, quelle est la fragilité de la décision publique? Mais je me permettrais peut-être de commencer par déjà, est-ce qu'il y a fragilité de la concertation? Puisqu'avec Guillaume, on a eu des propos qui étaient différents par rapport à cela. Et moi, j'entends très bien qu'il y a une régression sur certains sujets et sur d'autres sujets, on voit qu'ils n'ont peut-être pas le même impact sur les mêmes types de projets. On voit qu'il y a
une avancée, une demande de plus en plus forte. Donc voilà, on voit bien que comment il n'y a pas une direction unique, le monde est plus complexe que ça. Sur cette fragilité de la décision publique, moi je vois deux éléments. D'une part, comme je vous l'ai montré dans le processus tout à l'heure, une fois qu'un document est approuvé, il peut y avoir contentieux, il peut y avoir recours. Et s'il y a recours, ça peut remettre en cause les choses. Tout le monde le sait très bien pour l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, dans un contexte qui a été particulièrement marquant pour notre vie citoyenne sur la vie publique en France. Donc, on peut avoir des contentieux. Et donc, du coup, la concertation pour les documents d'urbanisme ou pour les projets urbains, quand je me rapproche du travail que fait Erwin à ce point-là, c'est bien de pouvoir anticiper les besoins, anticiper les difficultés qu'il peut y avoir pour essayer de trouver des solutions en amont. Mais c'est clair qu'à la fin, il y a une fragilité de la décision publique. Et il y a aussi une autre fragilité qui existe, que j'ai constatée depuis longtemps, c'est que s'il y a un millefeuille des institutions dont on vient beaucoup de parler, il y a aussi un grand millefeuille des réglementations. Et dans ce millefeuille des réglementations, il y a des rapports de force qui sont très clairs. Et dans ces rapports de force, on voit bien clairement en urbanisme que ce n'est pas parce qu'on a adopté un document d'urbanisme qui va s'appliquer de manière comme ça. Il y a, au-delà des dérogations, des contentieux qui sont portés, des lobbying qui sont portés, qui font que si les lois de l'urbanisme depuis décembre 1999, donc c'était presque au siècle dernier, ont demandé à ce qu'on fasse de l'économie de la consommation foncière, on conduit pour d'autres raisons, qui sont des raisons économiques, qui sont des raisons de lobbying, qui sont des raisons de mode de vie impliqués par des tas de facteurs qui ne sont pas que des facteurs de la décision de chacun, mais qui sont aussi des facteurs d'intérêt économique très forts, on conduit à ce qu'il y ait beaucoup de consommation du sol et beaucoup de production de gaz à effet de serre. Donc dans ce sens-là, il y a certainement de la fragilité de la décision publique et il faut jouer avec cela. Merci. Merci. Autre question intéressante, comment concilier intérêt général et intérêt privé dans la démocratie participative? Alors mes voisins de droite peut-être, Guillaume, Erwan, est-ce que ça vous inspire en quelques minutes? Bon, juste peut-être pour... parce qu'on lisait les questions aussi. En fait, la question de fond autour de ça, enfin, encore une fois, hein, avec ma casquette de politiste, c'est l'intérêt privé, mais privé de qui? Parce que ce qu'on sait de manière assez sûre, c'est que certains intérêts privés dans les villes arrivent à faire valoir leur point de vue sans trop de difficultés, puisqu'ils sont dans des positions assez confortables de dialogue avec les élus, de représentation de leurs intérêts immédiats. J'apprends rien à personne, hein. Et si on se replonge dans les années 80 au Brésil, hein, comme je l'avais fait tout à l'heure, le constat que font les élus, enfin, notamment le maire de Porto Alegre quand il arrive, c'est que les gens qui lui sautent dessus tout de suite, ce sont des gens qui ont les moyens de le faire. Et ce sont les gens qui ont des intérêts à défendre concrètement dans l'organisation de la ville dont ils tirent profit. Donc la question fondamentale, et j'en reviens à l'idée de renverser la logique, hein, de repartir des bases et repartir des besoins sociaux, c'est finalement comment on fait exister dans la participation des intérêts sociaux qui n'arrivent plus à se faire entendre via la représentation politique. Et la question, c'est non seulement comment on rend les institutions perméables à ces intérêts, aux intérêts des plus faibles, des moins dotés, économiquement, culturellement, socialement, comment on rend ces institutions perméables à ces intérêts, et surtout comment on appuie ces catégories sociales dans la montée en généralité de leurs intérêts, et comment on leur apprend aussi, comment on les accompagne et comment on leur donne les moyens de se mobiliser. Et du coup, ça crée une nouvelle question pour la participation. Il ne s'agit plus de mettre en place une offre de participation et de supplier les gens de venir dedans, mais il faut réfléchir à la production sociale des revendications, à la manière dont des gens qui n'ont pas l'habitude de s'organiser, qui n'ont pas le temps, pas l'argent, pas l'énergie pour le faire, peuvent être pris en charge, en quelque sorte, par des acteurs. Hein. C'est tout le sens de l'organisation communautaire, hein, du community organizing, sur lequel on a ma collègue Hélène Balazar à Villeurbanne, hein, qui fait des choses formidables autour de ça. Donc il y a aussi une responsabilité des autorités publiques à réfléchir sur cette inversion de la logique et à privilégier des intérêts qui ont du mal à s'exprimer aujourd'hui. Si je
peux dire un mot complémentaire. Moi, je ne me pose pas la question quand je fais de la participation citoyenne je pratique avec les habitants entre intérêt particulier et intérêt général. Évidemment, la participation citoyenne participe de la construction de décisions d'intérêt général. Mais pour faire simple, je ne porte pas, quand je l'explique aux habitants quelle est leur place dans le dispositif, je n'explique pas les choses de cette manière-là. Je dis voilà, vous avez une expertise, on le dit souvent entre professionnel de la participation citoyenne, c'est votre expertise d'usage ou expertise du vécu. Quand on prend une décision sur des travaux dans une rue, les élus qui vont prendre la décision in fine n'habitent pas forcément cette rue. C'est vous, les habitants, qui êtes les experts de « il y a un trou là, avec ma poussette tous les matins, ça m'emmerde, je n'y arrive pas, il me faut un trottoir plus large, etc. » C'est vous, habitants, qui avez cette expertise d'usage technique. À contrebalancer, en revanche, avec l'expertise technique, parce que même s'il faut rallonger les trottoirs, on ne peut pas forcément le faire n'importe comment, et les techniciens de la ville sont là pour aussi apporter dans la décision, dans la construction de la décision d'intérêt général, leur expertise technique sur il faut faire les choses comme ci, comme ça, pour aménager la voirie, et personne ne peut leur dénier cette expertise. Et puis derrière, il y a les élus qui, eux, ont une vision 360 sur l'ensemble de la ville et qui décident in fine quel budget on va consacrer à cette demande des habitants ou si oui ou non on y répond. Donc la construction, je n'oppose pas intérêt particulier, intérêt général, mais vraiment de manière simple, chacun à sa place participe à la construction de l'intérêt général, étant entendu qu'effectivement l'expression in fine de l'intérêt général, ce sont toujours les élus qui les ont, qui les a. Et peut-être une dernière question. Quel est l'effet du calendrier électoral sur le devenir des budgets participatifs? Un peu sous forme de provocation, quelqu'un vous demande qu'est-ce que ça va devenir les budgets participatifs si jamais il y a un changement de couleur politique. Donc que vont devenir les budgets participatifs? Quel est le devenir? Quels sont les effets de long terme en fait? Alors moi, je n'ai pas une longue expérience, et puis même l'histoire de la participation citoyenne n'est pas si ancienne que ça finalement, hormis en Amérique du Sud par exemple. Néanmoins, la participation citoyenne, on a parlé d'innovation, peut être une innovation pour beaucoup de communes dans notre pays encore. Moi, je connais énormément de collectivités qui ne font pas la moitié de l'ongle en termes de participation citoyenne parce qu'ils ont un autre mode de fonctionnement. Je connais encore des élus qui considèrent que le suffrage universel les rend compétents sur tout. Ça existe encore. Donc la participation citoyenne, c'est encore un combat à mener dans nos de collectivités. Mais je ne connais aucune collectivité qui a pu changer de majorité, y compris changer d'équipe, mais changer vraiment de couleur politique, qui ait renoncé à des initiatives participatives qu'ils ont pu lancer. Donc pour moi, et je pense que l'expérience, tu as plus d'expérience que moi, mais c'est une fusée qu'on lance et une fois qu'elle est lancée, plus personne ne peut l'arrêter. Juste peut-être un mot là-dessus. C'est là où il faut être attentif aux usages politiques de la participation. C'est-à-dire que ce qu'on sait, encore une fois, du Brésil, mais pas uniquement, c'est que vous pouvez arriver, on peut avoir une rupture de majorité avec une nouvelle équipe qui arrive et qui prend, par exemple, un budget participatif et qui peut en changer l'usage sans le supprimer. C'est-à-dire qu'on utilise le budget participatif pour enclencher des choses qu'on connaît bien dans beaucoup de pays, qu'on appelle la pédagogie de l'austérité. C'est-à-dire, on fait remonter des projets via le BP et puis on explique aux gens, dites-moi ce dont vous avez besoin, je vais vous expliquer comment vous en passez. Et du coup, il y a des usages politiques du budget participatif qui varient en fait. Donc il ne faut pas juste réfléchir en plein, en creux. Il y en a, il n'y en a pas. La question, c'est qu'est-ce qui est fait de ces dispositifs. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ne pas juste suivre les dispositifs et leur circulation. Il faut aussi poser la question de leur finalité. Merci. Je vais vous donner maintenant la parole une dernière fois pour conclure, si vous avez quelque chose à rajouter. Bernadette, vous voulez... Oui, juste pour témoigner en fait par rapport à tous ces débats-là d'expériences très récentes et très concrètes qui donnent un peu voilà, qui peuvent élargir le panel. Dans une des collectivités avec laquelle on travaille, les élus se regardent et le jour où on discute de prospective en disant qu'est-ce qui se passe dans 20 ans pour commencer à préparer le futur, et les élus se regardent autour de la table et remarquent qu'ils ont tous les cheveux comme moi, c'est-à-dire blancs, cachés ou pas cachés, et donc ils se disent mais nous n'avons pas de jeunes, nous avons besoin de jeunes. Nous on avait prévu un élément, la randonnée dont je vous parlais tout à l'heure qui était là, ils nous ont dit il nous faut plus, il ne nous faut pas que des jeunes étudiants ou lycéens, il nous faut qu'on aille chercher. Je dis mais c'est très difficile d'aller chercher les publics. Les élus disent on va aller les chercher. Alors évidemment ce sera de la sélection si c'est eux qui vont les chercher, mais au moins il y a déjà un pas qui se fait, et ça c'est dans un territoire où il y a aujourd'hui de la déprise de population
population. C'est un territoire au fin fond de la Normandie, donc c'est pas du tout un territoire porté par une grande métropole qui a un grand enjeu. Donc un autre exemple, pour rebondir sur ce que disait Erwin, c'est qu'un territoire où il y a une ville-centre moyenne et des communes rurales autour, les communes rurales, les élus nous disent non, mais la concertation n'a pas le temps, c'est ce qu'on veut, les gens veulent leur foncier pour construire, on veut rien du tout. Et quelqu'un de la ville-centre dit, mais nous on a vachement l'habitude avec les réseaux sociaux, on travaille avec les habitants, s'il faut faire quelque chose. Donc là, il y aura déjà un accord à faire entre les élus sur le degré de participation qu'il y aura à faire. Donc tout ceci, pour moi, ce sont des signes qui donnent de l'envie. Alors ça n'ira pas forcément jusqu'à de la co-construction finale des documents, mais ça va vers un maillage et une implication plus forte des citoyens tout au long entre deux mandats. Et je reviens sur cette question du mandat politique. Ça se fait qu'entre deux mandats. Alors certains peuvent dire les élus vont l'utiliser pour se faire valoir pour le prochain mandat. C'est le jeu, on n'y peut rien, mais c'est quand même une façon de le travailler. Je trouve que c'est des témoignages qui sont intéressants venant de territoires éloignés des métropoles. Merci Bernadette. Un dernier mot par Benoît et Oui. on va clore. Oui, un dernier mot. Alors moi j'ai les questions sous les yeux. Il y en a qui sont très intéressantes et malheureusement on n'aura pas le temps de toutes les adresser. Mais par exemple, il y a beaucoup de papiers universitaires qui s'intéressent aux questions qui sont justement posées. Par exemple, en Suisse, il y a des papiers qui montrent les avantages de la démocratie directe et puis versus la démocratie représentative. Et tout n'est pas si beau en Suisse non plus de ce point de vue-là, faut pas croire. On voit surtout qu'il y a une réduction des dépenses publiques. Est-ce que ça veut dire une augmentation de la qualité? Je ne suis pas forcément sûr. Donc il y a tout ce que je veux dire, c'est qu'il y a toute une littérature qui se pose justement ces questions que nous évoquons aujourd'hui, et notamment par exemple sur aussi le rôle des modes de scrutin. Est-ce que la proportionnelle, ce ne serait pas forcément mieux pour prendre en compte les minorités? Donc il y a toute une littérature très vaste que je ne peux pas aborder, bien évidemment, aujourd'hui. Eh bien, merci. Ça fera l'objet d'une prochaine session, peut-être. Je voudrais remercier tous les participants ici en présentiel. Merci. En présentiel, en distanciel, tous les lycéens qui ont fait le déplacement, les étudiants. Merci aux intervenants, merci aux organisateurs des GECO, merci à Pascal Lemairet, merci aux techniciens et à bientôt. Merci.